porter un sweat rose. Alors, bienvenue dans cette vidéo les amis. Et ce soir, nous sommes lundi et il est 19h34 et j'avais envie de vous tourner une vidéo un petit peu, non pas à la va-vite, mais spontanée. Donc on va partir sur des savoirs insolites. Comme ça vous plaît, ça me plaît, ça plaît à tout le monde. Eh bien, c'est parti. Alors, commençons. Les inventions insolites qui sont tombées aux oubliettes. Futuristes, étranges ou simplement inutiles, ces inventions témoignent autant du potentiel sans limite de la science que celui de l'imagination de leur créateur. Depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, nombreux sont les inventeurs et scientifiques qui ont promis de repousser les limites avec des créations qui n'ont finalement jamais vu le jour. Si certaines avaient le défaut d'être trop avant-gardistes, d'autres ont disparu simplement parce qu'elles n'avaient aucun avenir. Trop chères, trop compliquées, pas assez efficaces, ou simplement parce qu'elles n'avaient guère d'intérêt. Entre créations dystopiques semblant sortir des pages d'un roman de Jules Verne et babioles dignes d'un cartoon de Tex Avery, des inventions se sont heurtées à une réalité trop pragmatique pour elles. Des inventions des temps modernes qui n'ont malheureusement jamais vu le jour. Saviez-vous par exemple qu'au-delà d'avoir mis au jour la théorie de la relativité, Albert Einstein avait aussi contribué à créer un réfrigérateur fonctionnant sans électricité, développé avec son confrère Leo Szilard. Ce réfrigérateur fonctionnant sur un système thermodynamique clos de butane, d'ammoniac et d'eau, limitant les risques de fuite de gaz, n'a jamais vu le jour à cause du développement rapide auprès du grand public des modèles à fréon plus efficaces. Les journaux d'époque sont ainsi remplis d'images d'objets futuristes qui, pour des raisons techniques ou économiques, sont finalement tombés à l'eau. La moto à une roue, le parking à voiture verticale, le chapeau radio, l'essence solide ou encore les chaussettes à poche. Quelles sont les inventions insolites qui sont tombées dans l'oubli? Certaines de ces inventions reposent néanmoins sur des idées avant-gardistes qui avaient juste contre elles le fait d'être arrivées trop tôt. Lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, un trottoir roulant permet aux visiteurs de réaliser sans bouger un circuit de 3,5 km en 26 minutes autour du site de l'exposition. Voué à être étendu à l'ensemble des trottoirs de la capitale, il sera finalement abandonné car trop coûteux.
mais il inspirera les tapis roulants et autres escalators dont l'utilisation s'est répandue dans les lieux publics du monde entier. De même, dans l'industrie automobile, les volontés de trouver une alternative durable à l'essence ne datent pas d'hier. Par exemple, dans les années 1940, des voitures au gazogène remplaçaient le carburant à essence par la combustion de bois ou de charbon de bois pour faire tourner les moteurs. Cependant, ces modèles de moteurs ont rapidement disparu car trop imposants et trop gourmands en bois. Ces inventeurs fous spécialisés dans les inventions les plus inutiles au monde. Certaines personnes consacrent même leur existence entière à mettre au point des inventions qui n'ont ni queue ni tête, aussi bien pour illustrer le simple pouvoir des idées que pour essayer de repousser les limites de leur créativité. C'est évidemment le cas de certains participants du concours Lépine. La manifestation a pu voir passer au fil des ans le manche macaroni, les cils ombrelles, la cabine de plage portative ou encore le tartineur de beurre automatique. Ces inventions farfelues ont même pu révéler certains de leurs créateurs, comme Pierre de Vitry, inventeur de la boîte aux lettres transparente, de la sirène de voiture aveuglante, mais aussi du voyant lumineux utilisé par tous les taxis parisiens à partir des années 1950. Les réseaux sociaux ont aussi mis en avant ces dernières années les idées de ce genre de créateurs aux États-Unis, à l'instar de Matt Benedetto, spécialisé dans la création de solutions à des problèmes qui n'existent pas vraiment. Comme il explique, son compte Instagram regorge ainsi d'inventions aussi loufoques que l'avocat en stick, le protège gros doigts de pied, les bonnets pour bout des doigts, ou encore le rideau de bouche pour les gens qui mangent la bouche ouverte. Voilà les amis, les inventions insolites. Continuons. Pourquoi trouve-t-on des bouteilles d'eau devant certaines habitations en Italie? Pourquoi des bouteilles d'eau sont-elles placées devant certaines habitations en Italie? Ce phénomène étonnant, visible dans plusieurs villes du pays, suscite curiosité et interrogation. Si vous avez voyagé en Italie ou en Espagne, vous avez peut-être été intrigué par un détail discret mais récurrent. Des bouteilles d'eau à moitié remplies, placées devant les entrées des maisons, le long des murs, près des portails ou sur les rebords de fenêtres. Elles semblent avoir été posées là sans raison apparente, tantôt seules, tantôt en petits groupes. Ce phénomène qui peut paraître anodin, voire absurde aux yeux des touristes, soulève bien des questions. Non, ces bouteilles-là ne sont pas là pour décorer, ni pour offrir un rafraîchissement aux passants ou aux livreurs en sueur. Et il ne s'agit pas non plus d'un rituel local ou d'un geste écologique. Mais alors, pour quelle raison? Cette pratique vise à empêcher les chiens et les chats
habitation pour marquer leur territoire. Ce comportement animal, bien que naturel, cause des désagréments, notamment à cause des mauvaises odeurs. Pour y remédier, de nombreux habitants placent des bouteilles d'eau à moitié pleines devant leur porte. L'effet recherché, le reflet de l'eau au soleil perturberait les animaux, ou la présence de la bouteille les décalerait du mur, les empêchant de lever la patte contre lui. Une astuce simple, économique et largement adoptée, notamment dans les quartiers très fréquentés par les chiens. Japon, États-Unis, Canada, quelles sont les techniques adoptées contre les animaux? Enfin, contre... Ah oui. Oui. Chaque ville ou pays a sa propre technique pour limiter les déjections d'animaux devant les habitations et les parcs municipaux. Panneaux de dissuasion au Japon ou dans certaines villes des États-Unis. Au Japon, pays réputé pour son civisme, il n'est pas rare de voir des panneaux indiquant que les chiens ne doivent pas uriner à certains endroits. Ces pancartes, parfois accompagnées d'images mignonnes ou humoristiques, font appel au sens des responsabilités des propriétaires. Il en est de même dans certaines villes assez riches des États-Unis. Répulsifs naturels au Canada et aux États-Unis. Dans de nombreuses villes nord-américaines, les habitants utilisent des répulsifs naturels, citron, vinaigre blanc, poivre de Cayenne ou huiles essentielles comme la citronnelle, pulvérisées à la base des murs ou des plantes. Ces odeurs fortes rebutent les chiens sans leur nuire. À Londres, en France et en Allemagne, une drôle de peinture anti-pipi fait son apparition dans les rues. Il n'y a pas que pour les animaux que les municipalités et les habitants prennent des décisions radicales. À Soho, quartier fêtard de Londres, où la bière coule à flot, les habitants n'en peuvent plus. Chaque matin, une odeur pestilentielle d'urine flotte dans l'air. Souvenir des soirées trop arrosées. Pour mettre fin à ce spectacle franchement dégoûtant, les autorités ont sorti l'arme fatale, la peinture anti-pipi. Cette invention magique, déjà testée avec succès en Allemagne et en France, transforme les murs en véritables boucliers anti-jet. Toute tentative de pipi sauvage se retourne contre le fautif. Alors ça, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu / testé. Résultat, une punition immédiate qui éclabousse, surtout très dissuasive. Ça doit bien éclabousser, c'est dégueulasse. Ensuite, pourquoi les rêves paraissent-ils parfois très longs alors qu'ils ne le sont pas en réalité? Si nos rêves sont si longs, c'est avant tout parce que notre cerveau fonctionne pendant notre sommeil. Les évolutions de l'étude des rêves nous ont permis d'en apprendre davantage sur les différents cycles qui composent celui-ci. Nous sommes tous différents devant le sommeil. Certaines personnes peuvent se souvenir précisément de leurs rêves, tandis que d'autres en sont incapables. Environ 15% des personnes sont persuadées de ne jamais rêver, alors que les rêves sont communs à tout le monde. Il existe cependant un phénomène commun à
quasiment tous les rêveurs, les rêves dont on se souvient nous semblent durer des heures, parfois la nuit complète, alors qu'ils sont en réalité beaucoup plus courts. Comment expliquer ce phénomène? Quelle est la durée moyenne d'un rêve? Tout d'abord, il faut comprendre que nous ne rêvons pas en continu, car notre nuit se compose de 3 cycles de sommeil, 3 types de sommeil. Le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Or, les rêves n'interviennent que pendant le 3e d'entre eux, qui est généralement le plus court. On l'appelle paradoxal car si c'est à cette période que le sommeil du corps est le plus profond, il contraste avec une période d'activité cérébrale intense, au cours de laquelle se forment nos rêves les plus vivaces. Ces 3 phases du sommeil fonctionnent par phase. Au cours de la première, le sommeil paradoxal ne dure pas plus de 5 minutes et va s'allonger progressivement durant les cycles suivants pour atteindre 30 minutes à 1 heure. C'est pour cette raison que nous avons tendance à nous souvenir de notre dernier rêve, celui qui précède directement le réveil du matin, alors que nous rêvons en moyenne 5 fois par nuit. Pourquoi les rêves semblent-ils parfois plus longs qu'ils le sont en réalité? Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses pour justifier cette dilatation du temps ressentie pendant la phase du rêve. Elles tiennent principalement aux régions cérébrales qui sont sollicitées ou non pendant que l'on rêve. Au cours du sommeil paradoxal, le cortex visuel, les images associatives, les amygdales et l'hippocampe sont très actifs. Ce sont les parties du cerveau respectivement responsables de l'imagination et la formation des images, des émotions et de la mémoire. En revanche, le cortex visuel primaire, chargé de recevoir les informations transmises par la rétine, et le cortex préfrontal responsable du raisonnement et de la logique, sont en veille. Cela signifie que notre cerveau n'analyse pas les images qu'il forme, ce qui explique pourquoi nos rêves sont souvent si étranges, mais aussi pourquoi nous avons du mal à estimer leur durée. Dans une étude, les chercheurs de l'équipe de Daniel Erlacher de l'université de Berne en Suisse, ont également déterminé que la durée ressentie d'un rêve augmentait lorsque le corps était physiquement actif pendant la phase de rêve. La durée des rêves dépend-elle de notre mémoire, puisque le sommeil est l'occasion pour notre cerveau de réorganiser nos pensées et nos souvenirs. Les premiers rêves que nous faisons la nuit, les plus courts, mettent en scène des événements survenus au cours de la journée écoulée ou des journées précédentes. Et plus nous avançons dans la nuit, plus nos rêves sollicitent des souvenirs anciens, à l'exception du dernier rêve de la nuit qui, lui, va plus souvent mettre en scène des situations ou des personnes liées à la journée à venir ou dans un futur proche. D'accord. Une femme enceinte peut par exemple souvent rêver de son bébé. Enfin, il existe certains types de rêves particuliers, les rêves lucides. Avec ce phénomène, le rêveur est conscient qu'il est en train de rêver et de la durée de son rêve. Il peut donc manipuler le contenu de son rêve. Une part infime de la population, entre 0,3 et 0,7%, est même composée de rêveurs lucides qui sont capables de le faire chaque nuit.
Eh bien, si vous voulez un scoop, je suis un rêveur lucide. Ce sera, maintenant que je le sais, ce sera dans un fait, dans ma prochaine vidéo sur 35 faits sur moi. Voilà, maintenant que je le sais, je vous expliquerai. Et pour terminer, les amis, pourquoi les chemises ont-elles 2 boutons au poignet? Le saviez-vous? Au 19e siècle, la chemise se portait uniquement en sous-vêtement, jusqu'à devenir un vêtement indispensable dans la garde-robe des hommes, mais aussi dans celle des femmes. L'histoire de la chemise est aussi fascinante que passionnante. Aujourd'hui, elle est autant signe d'élégance que de confort. Mais il y a encore quelques centaines d'années, la chemise était adoptée en tant que sous-vêtement. Puis elle a voulu se montrer au grand jour en devenant de moins en moins pudique. Les boutons de chemise sont apparus, puis les poignets mousquetaires, puis les boutons de manchette. Alors pourquoi certaines chemises ont-elles 2 boutons au poignet? Comment sont nés les poignets de chemise à 2 boutons? Les poignets de chemise à 2 boutons sont nés lorsque la chemise commençait à se porter au quotidien. Ils sont arrivés au même moment que la montre bracelet, qui a été créée au début du XXe siècle. Ces 2 histoires sont liées car la montre bracelet est vite devenue un succès et signe de richesse par la haute société. Or, la montre bracelet posait problème et n'était pas compatible avec les poignets de chemise de l'époque. Il ne mettait pas en valeur la montre bracelet. Il a donc fallu trouver une solution. Et l'histoire raconte que la chemise au poignet à 2 boutons serait née en Angleterre et serait rapidement arrivée en France, compte tenu de son succès. Elle se montrait plus pratique pour porter une montre bracelet. Quel est l'intérêt d'avoir 2 boutons à ses poignets de chemise? Aujourd'hui, avoir 2 boutons au poignet de chemise est devenu populaire et toujours aussi apprécié, tout comme la montre. Pour autant, les 2 boutons sont utiles pour différentes raisons. Tout d'abord, ils permettent un ajustement personnalisé et adapté en fonction des poignets de la personne qui porte la chemise. En effet, nous n'avons pas tous la même mesure de poignet. Les 2 boutons permettent aussi ainsi d'ajuster. D'autre part, la présence des 2 boutons est synonyme de confort et évite d'avoir le poignet trop serré par le poignet de la chemise. Il est donc plus facile de porter une montre ou des accessoires. Enfin, les 2 boutons permettent de donner un style élégant ou décontracté selon les envies. Poignet mousquetaire sur la chemise, pourquoi et comment le porter? Si les poignets de chemise à 2 boutons ont connu un certain succès et continuent aujourd'hui d'être fabriqués, les chemises à un seul bouton sont également très appréciées et ont donné naissance aux poignets mousquetaires. Ils sont l'accessoire indispensable et élégant par excellence grâce à leurs poignets rigides. Eux aussi sont nés courant le 19e siècle et les premiers à les avoir portés ne sont autres que les mousquetaires. À cette époque, en matière de style, ils étaient inimitables et reconnaissables et savaient se distinguer. Associés à l'élégance, les mousquetaires ont contribué à l'image donnée aux
poignée mousquetaire aujourd'hui et le style des boutons de manchette est tout autant large et varié. Et voilà mes amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo ce soir. J'espère qu'elle vous a plu et que vous vous êtes endormis ou détendu ou relaxé. Et sinon que cette vidéo vous a enrichi, cultivé, que vous avez appris plein de choses. En tout cas moi, j'ai encore appris plein de choses. Notamment que j'étais un rêveur lucide. Mais je m'en doutais. Mais ça, je vous le dirai plus tard. Les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, restez prudents. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour vos vues, merci pour tout. Merci pour vos beaux commentaires. Je vais prendre le temps d'y répondre. Comme à chaque fois, je mets toujours des semaines, mais je finis par y répondre. Je vous fais de très très gros bisous les